Donc il s'est passé dans les années 80, à partir de 1983, un changement dans la régulation de l'économie. Il y a eu une force extrêmement puissante qui a poussé les directions d'entreprise à faire des choix d'investissement qui avaient pour but, de façon encore plus directe qu'auparavant, la baisse du coût du travail, en dépensant davantage, par exemple, pour installer des nouvelles technologies qui ont pour effet de supprimer des emplois, et aux salariés à qui on supprime l'emploi, on leur dit, allez voir sur le marché du travail si vous êtes employable. Et donc, le capital se lave les mains des dégâts sociaux qui sont faits par ces gains de productivité au service du capital, et il engrange l'ensemble des profits, en profitant aussi d'un rapport de force dans lequel les emplois sont plus précaires, et donc les moyens dont les salariés disposent pour défendre leur part dans la richesse créée sont affaiblis. Ça, c'est ce qui s'est passé dans les années 80. Mais quelle est cette force, cette puissance considérable, sans précédent, qui a permis au capital d'exercer cette pression sur les salariés? Cette force, c'est la force de l'argent. C'est la force de la prise de pouvoir par les marchés financiers. 1983, c'est l'année du tournant de la rigueur en France, sous un gouvernement de gauche, qui, après avoir tenté de résister à la pression des marchés financiers internationaux, cède, prend des premières mesures de libéralisation du système financier, libéralisation des taux d'intérêt, restructuration de la dette publique, banalisation puis privatisation des banques dans les années 80 et 90, ouverture du marché de capitaux français jusqu'en 1990, qui est aussi une date très importante, puisque c'est au 1er janvier 1990 que le gouvernement français de l'époque se sent capable de décréter la liberté totale des mouvements de capitaux. Donc les capitaux internationaux, gérés depuis Wall Street, depuis Hong Kong, depuis Singapour, depuis Tokyo, depuis Londres, sont libres d'entrer ou de sortir, d'acheter ou de vendre des titres émis par des agents économiques français. Et ils ont ce moyen de pression considérable qui consiste à dire à une entreprise, par exemple, je trouve que tu n'es pas géré de façon assez directement inspirée par l'impératif de rentabilité du capital, donc je vends tes actions, je vends les titres de dette que tu as émis, et éventuellement, ce faisant, je te condamne à mort. Donc il y a une puissance. Donc les marchés financiers ont eu en main, à cette époque-là, et ils l'ont toujours, et ils le conservent, un pouvoir qui s'exerce directement sur la production. C'est pas seulement des bulles financières qui seraient déconnectées de la réalité économique, c'est bien pire que ça. C'est un cancer financier qui est branché sur la production et qui ronge toutes les dispositions qui pourraient servir à améliorer la situation des travailleurs, à améliorer même l'efficacité de l'économie, parce que c'est pas ça leur problème. Leur problème, c'est pas de créer plus de valeur avec les moyens dont ils disposent. Leur problème, c'est de créer du profit, d'accumuler du profit financier ou industriel. Et pourquoi est-ce que cette affaire-là s'est produite en France en 1983 ? C'est parce que la France, à cette époque-là, s'est rangée dans un ordre économique international qui a été défini quelques années auparavant aux États-Unis. C'est en 1979 que le tournant se produit aux États-Unis. Jusqu'en 1979, on avait des politiques qui visaient à encourager les investissements avec des politiques de taux d'intérêt bas. En octobre 1979, la Banque centrale américaine décide de changer sa politique monétaire, et à partir de ce moment-là, les taux d'intérêt sur les marchés financiers deviennent supérieurs au taux de croissance de l'économie. C'est-à-dire que la Banque centrale dit aux financiers: vous avez davantage intérêt aujourd'hui à placer de l'argent sur les marchés financiers qu'à le prêter à des gens qui vont produire de la valeur ajoutée. Et effectivement, c'est ça qui s'est produit. Et c'est à partir de là que s'est développée toute cette énorme excroissance financière, avec toute la jungle financière qui les accompagne, les produits dérivés, les agences de notation, les mouvements de capitaux, jusqu'à cette espèce de monde aujourd'hui centré sur Wall Street, où l'ensemble des décisions économiques sont influencées plus ou moins directement par ce que font ce que l'économiste François Morin appelait l'hydre financière, c'est-à-dire une trentaine de grandes banques, identifiées par le FMI, le Fonds monétaire international, comme des banques systémiques, qui
par leur pouvoir de création monétaire, par leur pouvoir d'influence, par leur présence dans les conseils d'administration, par le contrôle qu'elles exercent sur les marchés financiers, sur les taux d'intérêt, sur le cours des actions, sur le cours des titres émis par les États, sont en quelque sorte la tour du contrôle du capital international et exercent leur influence sur l'ensemble de l'économie. Et la transformation, le déplacement, la modification du partage de la valeur ajoutée au bénéfice du capital et au détriment du travail, c'est un résultat de cette domination du capital financier qui a été organisée par les politiques publiques et par les politiques monétaires en particulier à partir de la fin des années 70 aux États-Unis et dans le monde entier dans les années qui ont suivi. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres.